Salut, on est fermé là, va falloir passer plus tard mon grand. Ah, mais j'avais pas vu que c'était toi, excuse-moi. J'ai cru que c'était encore les autres clodos du village qui venaient me gratter un bout de pain sec et un pichet de flotte. Je vais bien faire ma bonne action de la journée, mais je tiens une taverne, moi, pas la soupe populaire. Les pains, je les distribue qu'à un certain niveau d'agacement, qu'il vaut mieux pas atteindre. Ça tombe bien que tu sois là parce que j'ai une super histoire à te raconter. Bon bref, il lui faut quoi à notre ami? Un godet, ça lui ferait plaisir? Allez, la moussante elle est pour moi. Et attends que je revienne, je vais nous glisser une bûche au feu. Profites-en pour prendre un truc à grignoter aussi. Je sais pas toi, mais moi ça me creuse toujours d'écouter les gens causer. Sauf que là, la boutique, elle est fermée. Et c'est ton pote le tavernier qui a une histoire à te raconter. Je suis tellement heureux de pouvoir te parler aujourd'hui de l'un des meilleurs jeux de tous les temps, School N. Bon allez c'est bon, j'arrête avec cette blague. Et pour une fois, c'est pas une simple figure de style. C'est factuel et objectif, les papas et mamans de Jak and Daxter et Uncharted ont donné naissance en cette sacro-sainte année 2013 au messie du jeu vidéo. Et j'exagère même pas, Naughty Dog est clairement responsable d'un avant et d'un après dans la vie de beaucoup de gamers et même de développeurs, puisque leur influence se fera par la suite sentir dans de nombreux AAA. Bon ça naturellement, en bon collégien tout juste occupé à collectionner et compter ses boutons d'acné, j'en avais à peine conscience à l'époque. Je me souviens pas vraiment de la façon dont le jeu m'est atterri dans les mains, mais ce qui est certain, c'est que ma vieille bécane de PS3 se remémore encore mes dizaines de parties sur, vous l'aurez deviné, The Last of Us. Et d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours adoré le genre du post-apo, plutôt à la Je suis une légende qu'à la Mad Max d'ailleurs. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est, je trouve, un thème tellement prégnant, porteur de dilemmes moraux innombrables. On s'est déjà tous fait ce scénario, une apocalypse zombie, nucléaire, économique intervient, le monde s'écroule, que fait-on? Et à peine a-t-on imaginé, entrevu cette possibilité que la vacuité de notre quotidien nous saute aux yeux. Dès ce moment, plus rien ne compte à part la survie à tout prix. Mais oui, mais la survie à quel prix justement? Serions-nous de ceux qui garderaient leur libre arbitre, quoi qu'il en coûte, ou de ceux qui abandonneraient immédiatement les grands principes moraux de notre siècle, quitte à commettre des atrocités? Parce que oui, n'en doutez pas, peu importe le type d'apocalypse, à la fin, les scénaristes et les auteurs du genre veulent vous parler d'une seule et même chose. Quand une histoire nous parle de zombies, elle veut pas nous parler de zombies en fait, hein. Ça c'est la toile de fond, le cheminement. C'est comme en philosophie, quand on parle des animaux, c'est jamais vraiment pour parler des animaux, c'est pour en arriver à la comparaison avec l'homme. L'intérêt des œuvres post-apo réside donc dans leur intérêt à montrer les limites du genre humain, sublimer les relations. Et tout ce qui gravite autour n'est qu'un catalyseur hyper efficace, riche en actes isolés et profonds, ainsi qu'en citations. Plus de gens savants qu'ils ont besoin de savoir pour découvrir qu'ils ne savent rien. C'est tellement intéressant en général, et ce bijou du jeu vidéo dont je vais vous parler est dans son genre un trésor de réflexion. On va essayer de comprendre pourquoi, mais avant ça, je te donne une clé. Ah voilà, je te la donne. Tu comprendras ce que cette clé ouvre au moment voulu. Mais pour ça, faudra être attentif. Alors reste bien jusqu'au bout pour rien louper. Lève-toi, on y va. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey, Tu me fais une place? t'as eu une dure journée? Notre récit commence donc ici, avec l'arrivée tardive de Joël, cet impère qu'on imagine souvent absent, élevant seul sa fille Sarah. On comprend quand même qu'il est pas si mauvais dans le rôle du paternel, parce qu'il a sans doute la fille la plus adorable et la plus gentille qu'un papa puisse rêver. Je veux dire, rendez-vous compte, elle lui a quand même réparé sa montre qu'on retrouvera dans la suite, vous verrez comment. Bref, Sarah finit par s'assoupir sur le canapé, à son père de la ramener. Alors qu'elle était partie pour un bon gros dodo, elle est réveillée au beau milieu de la nuit par un coup de téléphone de son oncle Tommy. Allô? Sarah, chérie, il faut que je parle à ton papa. Oncle Tommy, il est quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... La communication est rapidement coupée, et la voilà qui repose le combiné. Bon, alors maintenant que Sarah est réveillée, elle va tenter de comprendre ce qui est en train de se passer. La voilà qui progresse lentement vers la chambre à coucher. Celle-ci est vide, il n'y a plus âme qui est vive. Mais oh, la télé est toujours allumée. D'après nos sources, les patients souffrant de l'infection montrent des signes croissants d'agressivité Vous pouvez évacuer tout le monde, il y a une fuite de gaz. Hey, on dirait qu'il se passe quelque chose derrière nous. Restez pas ici. C'était quoi? Bordel, qu'est-ce qui est en train de se passer?
Ça y est, les filiales d'Ubisoft se font dynamiter par le PDG? Ah non, c'est autre chose. Sarah descend alors jusqu'au rez-de-chaussée, toute recroquevillée et frissonnante. Dans le bureau, la voilà qui retrouve son père. Celui-ci a l'air paniqué, il a les mains plongées dans ses affaires, en train de fouiller. Mais qu'est-il en train de chercher? Soudain, un homme ensanglanté défonce la porte vitrée. Son visage est couvert de sang et ses yeux en sont injectés. Joël l'abat sans hésiter. Le temps presse. Il emmène Sarah à l'extérieur où se trouve déjà l'oncle Tommy et son pick-up. Le voisinage est en proie à un véritable carnage. Sur la route, Tommy, Joël et Sarah croisent une famille, vraisemblablement aussi désorientée qu'eux. Et prêtez attention, chers clients de la taverne, parce que nous pouvons d'ores et déjà noter la disparité entre le cadet et le frère aîné. Alors que Tommy est prêt à les aider, Joël, lui, interdit, lui ordonne de passer, de foncer. Joël n'est pas un samaritain, retenez-le bien. Plus tard, la famille Miller se retrouve coincée dans un embouteillage et contrainte de faire demi-tour devant ce prélude au carnage. Tommy tente de se frayer un chemin à travers les rues et les habitants. Mais le chaos ambiant finit rapidement par leur infliger son châtiment. À partir de là, on switch, on incarne Joël, luttant pour évacuer Sarah en lieu sûr. Épaulés par Tommy, ils parviennent à échapper un temps aux infectés, mais ces derniers finissent par les rattraper. Au passage, je vous laisserai admirer l'intelligence du level design qui vous indique à chaque moment l'endroit où aller. Ici, la lumière est parfaitement utilisée. Joël force sur ses jambes pour rejoindre la nationale. Derrière lui, ceux qui étaient autrefois des hommes lui donnent la chasse, dans le but affiché de le dévorer. Il ne se fatigue pas, alors que lui si. Alors qu'il le rattrape lentement, voilà qu'une intervention divine et diabolique se met sur leur route. Un soldat lourdement équipé vient à l'instant de les sauver. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont invités à passer, hein. Son fusil est braqué sur eux. Il ne les quitte pas des yeux. Il demande à sa hiérarchie quoi faire, et très vite, on lui dit quoi faire. Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah. Cette scène est terrifiante. Terrifiante de réalisme, je trouve. Alors, j'ai un ami qui aime pas trop cette scène, qui lui reproche justement son côté what the fuck, avec un soldat qui tire dans le tas sans trop se poser de questions. Puis il y a l'aspect volontairement très dramatique et tout. Bon, il voudra sûrement pas que je parle de ça, mais pour le coup, en ayant refait le jeu, j'ai le même sentiment qu'en 2013. C'est que c'est, je le répète, absolument terrifiant de réalisme. C'est un drame, certes, la scène clé qui sera déterminante pour le personnage de Joël et son cheminement, mais je la trouve absolument pas poussive. Au contraire, on a une armée qui panique devant un événement sans précédent, qui se sent contrainte d'appliquer les pires ordres à la lettre pour tenter de limiter la casse. D'ailleurs, on apprendra plus tard qu'ils sont allés jusqu'à bombarder des villes entières, c'est pas rien. Et rien d'étonnant alors à ce que ce soldat, malgré sa réticence du début, décide finalement de les abattre pour ne prendre aucun risque. C'est un troufion, il obéit bêtement aux ordres. Mais ce que je trouve le plus dur à regarder, c'est la mort de Sarah, parce qu'elle a une mort, certes horrible, mais une mort de petite fille, qui crie de douleur, pleure, appelle son père, demande de l'aide. Rendez-vous compte qu'en 2013, il fallait les avoir solidement accrochés pour montrer la mort d'une enfant dans les premières minutes de son jeu. Je suis sûr qu'à l'époque, Naughty Dog a eu des sueurs froides en confiant leur bébé à la presse. Et même là, vous remarquez que j'ai ad minima censuré parce que les pudeurs de gazelle de YouTube sont quand même connues de tous. C'est insupportable à regarder, parce que c'est empreint de réalisme. Nous autres joueurs, nous devenons spectateurs de l'horreur. L'horreur du réel, alors que pourtant on joue Sarah depuis 20 minutes? Et c'est là toute la thématique de The Last of Us, ce qui en fait à la fois l'un des prologues et les plus vibrants du jeu vidéo, et à la fois celui qui respecte le plus la tonalité que prendra l'histoire, du début jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est une belle scène. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à en débattre en commun. J'en ai rien à foutre de ton avis. Il n'y a pas de débat à avoir, c'est une belle scène, ok? À présent, une ellipse temporelle nous transporte 20 ans plus tard et nous met face à un Joël logiquement vieilli et moins logiquement mal réveillé. Pourtant, on apprend par Tess qu'il a plutôt bien dormi. Ah, mais 2 secondes. C'est qui au fait cette Tess? Et ils sont où là exactement? Du calme, je vais tout vous expliquer. Mais juste avant, je tenais à préciser que j'allais pas paraphraser toute l'histoire non plus, je vais très vite passer sur certaines choses. Mais vas-y, ça c'était au début finalement, au cours de l'écriture, je me rends compte que je suis obligé de tout mentionner, parce que tout est énorme, parce que l'histoire de The Last of Us, elle est super!
C'est la meilleure histoire du monde! C'est la meilleure histoire de tous les temps! C'est la meilleure histoire, elle est meilleure que ma vie! Meilleure que ma vie de merde! Alors revenons à notre héros, Joël. Dans ce nouveau monde, c'est une sorte de dur à cuire, de contrebandier. Il vit dans la ZQ, la zone de quarantaine, qui est devenue l'un des derniers bastions de l'humanité, gouverné par un groupe plus para que militaire d'ailleurs, la Fedra. Tess, c'est sa partenaire. Elle a la peau dure, peut-être plus que Joël. Dans ce nouveau monde, ce microcosme à l'abri des horreurs du dehors, ils sont des sortes de caïds. Ils connaissent tout et tout le monde, surtout ceux que t'aurais pas envie de connaître d'ailleurs. En traversant les bas quartiers de la ZQ, on comprend que des deux, c'est certainement Tess qui est la plus respectée et à laquelle on voudrait surtout pas se frotter. Bah ouais, elle fait peut-être 50 kilos tout mouillé, mais elle rigole zéro. Ça se voit notamment dans cette scène où il y a un fifou qui tente de mettre un coup de presse à Joël et qu'elle le calme en mode « Allez Malik, à la niche ». Puis surtout dans cette cinématique que j'ai jamais réussi à avoir sans bug de son d'ailleurs. Hey, je vais vous défoncer le crâne si vous dégagez ici immédiatement. Le gars, il a tellement été outré par ses qualités de négociatrice qu'il a continué de parler même avec la tête explosée. Enfin bon, bref, vous l'aurez compris, même si là, comme ça on dirait pas avec son petit bandeau et sa chemise de lycéenne spare plastique, Tess, elle est pas là pour parader. Elle est pas du genre à rigoler, pas du tout. Et du coup, Joël, il est un peu plus effacé derrière. C'est davantage un garde du corps impitoyable qu'autre chose. Il est en retrait, prêt à s'exécuter. C'est une bonne chose du reste parce que le joueur doit pouvoir avoir ce sentiment de retrait lui aussi afin de se familiariser avec ce nouvel environnement, ces nouveaux enjeux. C'est pas un de ces jeux où le gameplay a pris le pas sur un scénario abouti et où on vend davantage un concept qu'un véritable jeu. Bon, alors revenons à nos contrebandiers préférés. Vous vous demandez certainement ce qu'ils font à crapahuter comme ça dans tous les coins, à tuer à tour de bras et passer ces derniers autour du cou des gentils hommes de main qui traînent par là. Eh ben ouais, ils sont à la recherche d'un certain Robert, un faux contact du circuit qui a pris récemment la fâcheuse décision de les court-circuiter du réseau en revendant les armes qu'il leur avait promis. Alors ils y vont, bien décidés à lui faire entendre raison. Reculez, bordel! On veut juste parler, Robert. Ah ouais, d'accord, mais j'ai l'impression que lui il a pas trop envie de parler. Baisse ton arme! Allez vous faire foutre! Bon alors vous imaginez bien, ils finissent par le rattraper, c'est tout naturellement Tess qui mène l'interrogatoire pendant que silencieusement Joël s'affaire à préparer son rôle de tortionnaire et lui faire cracher le morceau. Et encore une fois, retenez bien ce qu'il fait, retenez bien avec quelle facilité, quelle décontraction il s'improvise agent pénitentiaire de Guantanamo, vous le reverrez bientôt faire ça. Bon alors finalement le petit Robert il aurait dû mieux choisir ses mots, voire garder sa langue dans sa poche. Il confie avoir vendu les fameuses armes aux Lucioles, un groupe terroriste opérant en dehors de la ZQ. En réponse, Tess le double tap à la Zombie Island, frustré de s'être fait barber sa marchandise par le groupuscule le plus inaccessible du coin. Eh ben non en fait, parce que Marlène, la chef des Lucioles, avait lu le scénario et les attendait à ce moment précis, à cet endroit précis, planqué derrière ce pilier. Ouais bon, ok, là j'avoue que c'est l'un des rares moments où le scénario a pris un raccourci de ce genre. Au moins, il nous aura évité un niveau de merde à chercher des indices au sol ou un truc du genre pour gonfler superficiellement la durée de vie. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Quoi qu'il en soit, Marlène a pris cher. Prise dans une embuscade avec ses hommes, c'est à peine s'ils ont eu le temps de sortir leurs armes raflées à Joël et Tess. Elle consent donc à leur rendre leur pétoire si toutefois ils acceptent de l'escorter jusqu'à son perchoir. Une fois là-bas, ils n'auront qu'à se baisser pour reprendre leur flingue au cadavre amoncelé. Sauf qu'avant cela, ils doivent faire un léger détour pour un autre genre de marchandise. Oh. Attends un peu, relève-toi. T'approches pas d'elle! Lâche-la. Et ouais, c'est donc la première rencontre avec Ellie, l'artiste du couteau et l'amie de la poésie. Cette dernière doit être amenée aux Lucioles survivantes en échange des armes. Et quoi de mieux qu'un contrebandier pour la faire passer? Joël finit par accepter, il demande alors à la jeune fille de le suivre et décide de l'emmener jusqu'à son appartement miteux. Oui bon ok, je sais, vous allez me dire que j'ai pas fait d'effort sur la tournure, mais écoutez, tournez ça comme vous voulez, ça restera toujours problématique et dérangeant. Une sieste plus tard, Joël est réveillé en sursaut à cause de son rêve sur The Elder Scrolls 6. Non, pas un jeu service, non! C'est le moment de partir. Mais alors qu'il progresse tranquillement entre les gouttes, tout ce beau monde est mis aux arrêts par 2 soldats de la Fedra. Ellie, rompu à ses années d'Erasmus dans un collège français, décide de sortir son schlass et de le planter sur ce symbole d'autorité. Les 2 soldats seront rapidement éliminés, mais tout ça devient le cadet de leurs soucis lorsqu'ils découvrent qu'Ellie est infectée. Merde. Regarde. Malgré les justifications d'Ellie, qui soutient ne pas être infectée malgré sa morsure, Joël reste dubitatif, mais pas le temps de réfléchir, c'est le moment de courir. Le deal était d'amener Ellie jusqu'aux Lucioles et ils entendent bien le respecter, même si, il faut le dire, ce qu'il y a à traverser fait carrément baliser. Tiens, d'ailleurs,
vu que c'est mes propres extraits de gameplay, dis-moi si ça te ferait plaisir que j'ouvre une chaîne Twitch. Hein, j'y pense de plus en plus, mais je sais pas trop si ça vous plairait, alors bon voilà, je balance l'info comme ça. Après maintes et maintes péripéties à travers la métropole, voilà nos 3 protagonistes arrivés au bout du rendez-vous, le Capitole. Sauf que l'univers de The Last of Us n'échappe pas à la loi de Murphy, et rien ne s'arrange vraiment, vous savez. À peine débarqué, il constate avec horreur que les Lucioles se sont faites massacrer. Au milieu du carnage, Tess tente de trouver une indication, un plan, une carte, quelque chose. Joël essaie de la décourager. Ils ont respecté leur part du marché, en ont assez fait, c'est terminé. Il faut filer tant qu'il en est encore temps, mais du temps c'est précisément ce qui manque à présent. Et Joël ne le comprend pas immédiatement. Il ne comprend pas la tragédie qui se joue devant lui. Il faut le regard de quelqu'un qui a déjà expérimenté ce genre d'ennui, quelqu'un comme Ellie. Enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël est sous le choc. C'est comme si elle était déjà morte. Il réalise à peine ce qu'il vient de se passer, mais pas le temps à consacrer aux atermoiements. Tess a un plan. Joël doit conduire Ellie chez son frère, Tommy. Celui-ci s'était éloigné de Joël pour rejoindre les Lucioles, à une époque. Si quelqu'un sait où elles sont, c'est bien lui. Joël renacle, il ne veut pas, il veut rentrer, tout abandonner, maintenant encore plus qu'il n'y a rien à y gagner. Une nouvelle fois, il vient de tout perdre. Soudain, l'arrivée de la Fedra coupe court aux tergiversations. Tess se propose de les retenir, Joël refuse et... Vas-y, pars! Ellie, Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. on y va, dépêche-toi. Je voudrais m'arrêter là, juste une minute, pour parler de ce que l'on vient de voir. Je vous l'ai dit au début, l'intérêt du genre post-apo, c'est les relations que tissent les individus avec les autres individus. Ici, la relation Tess-Joël est assez complexe et riche en interprétations. Alors que la contrebandière est péniblement allée jusqu'au bout de l'acte 1, on en sait suffisamment sur le personnage pour parler et apprécier toute sa complexité. Pourtant, la nature de leur relation est assez floue. On imagine vaguement que les 2 partenaires du crime pourraient être partenaires de vie, mais ce n'est jamais vraiment évoqué. Joël est montré comme ayant une confiance aveugle en Tess, et il s'en préoccupe plus que quiconque depuis l'Apocalypse. Sa disparition est une tragédie pour lui, une perte que l'on imagine effroyable, et c'est d'autant plus palpable que lors du départ de Joël, sans un mot, sans un regard en arrière, le silence retombe et en devient assourdissant. Tess se retrouve seule face à la mort. Joël vient de perdre un être cher, mais celui-ci l'a investi d'une importante mission, a insufflé ses dernières volontés dans sa réalisation. Il a de la ressource, il ne se laisse pas abattre, il a même un plan, retourner sur les traces d'un vieil ami par le passé, un associé. Il y a une ville, à quelques kilomètres au nord, avec un type qui a une dette envers moi. Qu'est-ce que... Joël! Bill! Qu'est-ce que vous faites? Détachez-moi! Tourne-toi et mets-toi à genoux! Attends, calme-toi un peu. Tourne-toi et mets-toi à genoux! It was at this moment he knew. He fucked up. Bon, vous l'aurez compris, la rencontre avec Bill se passe pas super bien. Le vieux ronchon est pas joyeux à l'idée d'avoir été réveillé de la sieste par les 12 explosions qu'ont déclenché Joël et Ellie sur leur passage, et on peut le comprendre, le camarade, parce que dans un monde comme ça, à part pioncer, doit pas y avoir grand chose à pratiquer. Tiens, ça me fait penser que j'ai des chambres à l'étage, si jamais tu veux aller roupier. Ah, par contre, c'est pas gratuit, à boule le sonnant et trébuchant. Bon, alors Joël demande à Bill de l'aider à trouver une voiture. Par chance, Bill connaît un endroit pour récupérer l'une des pièces qui manquent à cette entreprise. Mais bon, comme ça sera de loin le truc le plus dangereux qu'ils auront fait tous les 3 jusqu'à présent, ils ont besoin de faire le plein de munitions. Au passage, Bill donne quelques conseils de vie à Joël, l'enjoignant à abandonner Ellie, à tracer sa route. Selon lui, s'attacher à quelqu'un, c'est s'exposer, se mettre en danger. Il en a déjà fait les frais sans que l'on sache au juste comment, et on verra justement plus tard les conséquences de son raisonnement, ainsi de ce qu'il est advenu de son fameux partenaire. Notre joyeuse troupe se retrouve bon gré mal gré devant un lycée à la High School Musical, sauf que pas de traces de Zac Efron, rien que désinfectés, probablement les élèves qui ont été mis en retenue la semaine avant la pandémie d'ailleurs. Pas de bol pour eux. Ah oui, alors c'est un peu la merde parce qu'une fois à l'intérieur, ils se rendent compte que le pick-up auquel ils voulaient tirer la batterie, il a déjà été arçonné. Et ouais, un petit malin a eu la même idée qu'eux et s'est pas gêné pour filer avec la camelote en pogne. Par conséquent, retour à la case départ. Avant ça, on a le fameux passage avec le colosse dans le gymnase. Alors bon, pas de panique, c'est pas Dark Souls, il est plus lent à venir qu'un bout de la tige. En l'occurrence, suffit de trottiner un peu plus vite pour le distancer, on spamme le fusil à pompe et en un rien de temps, il finit les 4 fers en l'air, éclaté, vaporisé, bref, le colosse s'érode. Suite à ça, il s'échappe et trouve refuge dans une maison, mais très vite, ils comprennent que ce ne sont pas les premiers à l'avoir visité. Putain. Quoi, tu connais ce type? Frank, Et c'est qui, Frank? c'était mon partenaire. Frank, l'ancien partenaire de Bill, a été contraint à l'ultime recours. Bill suppose qu'il a été mordu, mais on ne prend pas la peine de vérifier, ce qui me laisse penser que c'est davantage quelque chose dont il essaie de se convaincre plutôt qu'une absolue conviction. Et ce qui ajoute de l'eau à mon moulin et me fait pousser ma petite théorie, c'est la lettre que l'on trouve juste après. C'est vrai que Frank a probablement été mordu,
puisqu'il prévoyait de quitter la ville. Mais il décida de partir à cause de Bill, à cause de sa vision du monde. D'ailleurs, si Joel donne la lettre à Bill, celui-ci la jettera au sol, de rage, après l'avoir lue. Entre-temps, Ellie a trouvé une voiture en état de marche, réparée par feu Frank. Il s'agit maintenant de la pousser pour faire fonctionner la batterie. Heureusement, avant que le jeu ne se transforme en simulateur de panne, la voiture redémarre et enfin la chance semble leur sourire. Vous y croyez? Le moment des adieux arrive. Joel tente de montrer son empathie à Bill. Il est désolé pour la mort de son partenaire, probablement parce qu'il vient de vivre quelques heures auparavant le même malheur. Alors il peut que compatir. Face à cet élan d'altruisme, Bill serre dans ses bras Joel et lui souhaite bonne chance. Alors foutez le camp de ma ville. Ah bah merde, oui bon, en tout cas c'est tout comme. D'ailleurs, pendant que Joel et Ellie reprennent la route et traversent le pays, je souhaitais un peu m'attarder sur Bill, justement, comme je me suis arrêté sur Tess. Du peu que l'on voit de ce personnage, il y a énormément à dire. C'est pour moi le parangon du survivaliste. Joel dit à Ellie qu'il sait trouver n'importe quoi, n'importe où, et effectivement, on le voit fabriquer des pièges et réparer des véhicules à partir de rien. C'est un peu le MacGyver de l'apocalypse. Et là, pour la première fois, je vais être obligé de faire la comparaison avec la série HBO, où Bill est encore plus dépeint comme le parfait survivaliste. Il sait presque tout faire, pour autant, le Bill du jeu et le Bill de la série ne sont pas, à mon sens, les mêmes personnages. Du moins, ils l'étaient à un moment donné, ils ne le sont plus par la suite. Je m'explique. Dans la série, c'est l'arrivée inopinée du personnage de Frank dans la vie et la ville de Bill qui bouleverse son quotidien. Alors que Bill, survivant solitaire et méfiant, s'apprêtait à le dégager un coup de pied dans le derrière, il perd peu à peu l'ascendant sur son équivoque, Frank, qui s'incrustera chez lui un peu plus longtemps que prévu. Et d'ailleurs, remarqué comme d'une position dominante, sûre d'elle, Bill passe à une posture beaucoup plus recroquevillée, presque effrayée. C'est parce que la carapace qu'il avait forgée pour se tenir loin de l'humanité est en train de s'effriter. En fait, il ne se méfie pas de l'homme. Il a peur de l'homme. Et tout le long où Frank reste dans la maison, il se dit qu'il est peut-être en train de faire une grosse erreur, d'autant qu'il éprouve pour l'homme qu'il vient de sauver bien plus que de l'empathie et de la compassion. Ah, il y aurait 1000 choses à dire sur cette série, mais peut-être une autre fois. Quoi qu'il en soit, pas de spoil, si vous avez vu la série, vous savez que le destin de Bill et Frank est radicalement différent du jeu. Bill n'est pas nécessairement plus ouvert face à l'humanité, mais son amour pour Frank dans la série, sa nécessité de le protéger, l'amène à une conclusion qui n'a rien à voir. Dans le jeu, Bill rencontre également Frank, et s'il est sous-entendu qu'ils pourraient également avoir été ensemble, Frank finit par le quitter. Justement à cause de sa vision trop étriquée du monde. Bill redevient alors cet homme méfiant et solitaire, il en est sûr à présent, s'attacher à quelqu'un, vouloir le protéger, quoi qu'il en coûte, tout ça c'est bon qu'à se faire tuer. Et c'est pour cette raison qu'il déteste l'idée d'avoir une dette envers quelqu'un, d'être redevable, et s'assure bien à la fin que Joel et lui sont quittes. D'ailleurs son raisonnement fera son chemin dans la tête de Joel, vous verrez plus tard. Bill est le modèle du survivant par excellence, le loup solitaire qui continue à s'accrocher à la vie parce qu'il ne sait faire que ça, mais qui ne s'accordera plus une once de joie, de bonheur. Il a goûté à ce poison et aujourd'hui il en fait les frais. Bill, c'est l'homme qui a perdu foi en l'humanité et ne la retrouvera plus jamais cette fois. Il a perdu espoir quelque part sur son chemin et on le voit bien, il a marché trop longtemps pour se retourner maintenant. Bon allez, revenons à notre duo préféré. Donc là ils sont lancés sur la route tranquillement, trop tranquillement d'ailleurs, ça c'est un truc qui m'a toujours fait marrer dans les mondes post-apo, t'as l'impression que les routes sont nickel, à part de la mousse pour montrer que le temps est passé, y a rien d'autre. Alors que bon, je sais pas vous les citadins, mais ici en Auvergne y a plus de nids de poules que de poules justement. Chez nous, tu laisses une route impratiquée pendant un jour, tu peux être sûr que le lendemain y a toute la faune et la fleur de la forêt qui est venue s'installer et jouer les zadistes de la Cambrousse. The Last of Us au pays de Vercingétorix et de Giscard d'Estaing, ça tient pas la route, littéralement. Joel il aurait passé son temps à déblayer devant lui et au final il aurait préféré rejoindre Pittsburgh à pied. Bon bref, je dis vague. Là, on a un petit moment de creux, mais absolument capital pour le développement des deux personnages qui commencent à tisser des liens, mine de rien. Ellie montre à Joel sa passion pour les bandes dessinées, qu'elle a d'ailleurs pas hésité à flibuster chez son ami Bill. S'enchaînent deux moments épiques, l'un marrant et l'autre absolument incroyable, à faire entrer dans le panthéon de la dinguerie. Tout d'abord, elle pense faire plaisir à Joel en lui tendant une cassette, selon elle vestige de son époque. Joel lui dit qu'en fait, il est pas aussi vieux qu'il en a l'air, malgré sa chemise de Canadien et sa barbe de Logan, et que les cassettes, c'était déjà has-been en 2013, au moins autant que les vidéos dégustation en 2024. Ah bah non, ça a toujours été de la merde. Voilà, et puis il y a cette scène. Non. Je suis sûre que ton ami va regretter ça ce soir. Comment il peut arriver à marcher avec ce truc entre les jambes? Allez, jette-moi ça. Ah, pourquoi les pages sont collées? Je me fous de ta gueule, c'est tout. Tu sais quoi, la prochaine fois tu te fous de ma gueule. Tu prends une gifle dans ta tronche. Et mine de rien, c'est l'une des premières fois où l'on voit Joel et Ellie véritablement tisser des liens depuis la mort de Tess. Et même si ça vole pas très haut, je trouve que la blague est plutôt drôle et la scène vraiment attachante. Bref, comme toujours, les moments de relâche ne durent pas éternellement et voilà que Joel se retrouve bloqué sur la route. Devant lui, un homme blessé qui réclame de l'aide. Mais blessé l'est-il vraiment? Joel pense que non, et on le comprendra plus tard pour quelle raison. Bon, et à ce stade du récit, je me rends compte que j'ai intérêt à accélérer, autrement on en sera encore là demain. Et c'est pas que je veux te foutre dehors l'ami, mais le tavernier, il doit bien se reposer. Alors je vais démarrer vite, vous avez intérêt à me suivre, j'enclenche la première.
Joel fonce sans hésiter sur l'homme, surpris en train de simuler comme un footballeur dans la surface. Celui-ci lance l'embuscade. S'ensuit un gunfight au cours duquel Joel invédisse les pillards et les éclate façon John Wick. Ensuite, c'est le calme plat. Joel profite de ce moment de répit pour confier un léger détail sur son passé. Oh, autrefois rien, mais en gros, s'il était aussi bien renseigné sur les tactiques des pillards, c'est parce que il en faisait autrefois partie. Et en fait, il se nomme les chasseurs. Et oui, ça annonce la couleur. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Je prends ça pour un oui. Prends-le comme ça t'arrange. Si cette phrase est glaçante, le silence de Joel l'est tout autant. C'est une véritable clim qui fait réaliser au spectateur à quel point Joel a pu dérailler après la mort de Sarah. Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. Certes, mais... Certes. Alors après, on a la scène d'Ellie qui fait du tir au pigeon avec la carabine de Joel, et c'est une vraie première dans le jeu, tant au niveau gameplay que d'histoire. Ellie va désormais pouvoir nous aider pendant les sets de gunfight, et aussi ça prouve que Joel commence à lui faire confiance. Bah oui, il lui confie une arme quand même. Hein. Je sais que c'est aux États-Unis, mais lui-même paraît pas très serein à l'idée de laisser une gamine faire joujou avec son engin. Ouais. Alors... Au moment où j'ai prononcé cette phrase, la suite c'est Ellie et Joel qui jouent à l'acrobranche urbain sur une gouttière et tombent sur un type pas très content de les voir jouer les montes en l'air. Voilà, donc Joel le Marave, et en bon représentant du Texas et des États confédérés, laisse s'exprimer sur cette minorité toute sa frustration refoulée depuis la proclamation d'émancipation. Bon, j'exagère sans doute, mais en même temps, Joel, il a un passé un peu trouble, alors bon, allez savoir, puis écoutez ce qu'il lui dit, ce gros taré. Ah merde, tu frappes fort. Ouais, c'est parce que j'essayais de te tuer. Ouais, ça jette un froid. Un jour, j'ai essayé de sortir cette phrase pendant une séance d'essai à la boxe anglaise. Résultat, j'ai été blacklisté de tous les clubs de la région. Ouais, même Jack Paul, il m'accepte plus. Bon, allez, assez raconter n'importe quoi. Ces deux personnages que vous voyez là, ce sont Henry et Sam. Ils sont frères. On ne sait rien d'eux à part qu'ils faisaient partie d'un autre groupe, auquel les chasseurs ont aussi tendu une embuscade. Compagnons d'infortune, les survivants décident de s'allier, du moins pour un temps. Et que sont-ils allés faire dans cette galère? Enfin, là, c'est même plus une galère, c'est carrément le radeau de la Méduse sur lequel ils sont. Parce qu'ils sont loin de se l'imaginer, mais leur périple sera de longue durée. Le groupe nouvellement formé doit se frayer un chemin à travers la ville, ignorer la peur, braver tous les périls, affronter les chasseurs. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Joel, c'est loin d'être un pacifiste. Quand il s'agit de massacre, il est le spécialiste. Je rappelle que si vous voulez que j'ouvre une chaîne Twitch, petit commentaire, tu connais. Ils ont réussi, sauf que voilà, la situation se gâte et Henry doit faire un choix entre son petit frère et deux inconnus qui viennent de le sauver. Naturellement, il choisit le fraté, la famille, et tant pis si Joel et Ellie se font laver. D'ailleurs, en parlant de se laver, il tarde pas à prendre un grand bain dans une rivière qui heureusement a l'air saine, même si celle-ci ne concourt pas pour les JO de Paris. Ils sont heureusement sauvés par Henry, qui 10 minutes avant les aurait laissés crever, mais bon, il y a son petit frère à côté, alors que voulez-vous. Cette fois, c'en est trop pour Joel qui décide de terminer ce que son passage à tabac d'Henry avait initié, mais Ellie s'interpose. Bon, après tout le monde se réconcilie, un niveau dans les égouts plus tard, les comparses ne sont toujours pas au bout de leur peine, un sniper les prend en grippe et se propose de les soigner avec une posologie à base de 2 comprimés de plomb dans la cervelle. Logiquement, on en profite pour contourner et prendre le tireur à revers. Joel Miller va donc s'improviser sniper et jouer les DPS à distance. Il flingue à tour de bras ses anciens collègues de rapine, mais finit un peu par bégayer en voyant s'approcher la horde d'infectés. C'est peut-être le moment de se casser là, non? Ah, tu l'as vu? Tu l'as vu ou pas? Ouais, non? Ah, t'es pas prêt pour ce qui arrive alors. Lessivés comme des chaussettes, le groupe trouve enfin un refuge. Manque de bol pour eux, ce n'est pas à la porte de la taverne qu'ils viennent frapper, mais après tout, ils sont en sécurité. On voit Joel raconter à Henry des choses sur son passé, se confier, un peu plaisanter. Ellie, confrontée aux frissons de gêne que cette scène vient de lui procurer, les abandonne pour rejoindre Sam. Celui-ci a l'air morose, légèrement sur la défensive. Est-ce que Ellie est venue le surveiller? Non, répond Ellie. Est-ce Sam qui l'envoie? Non, répond Ellie. De quoi as-tu le plus peur? D'être toute seule, répond Ellie. Pour tenter de lui remonter le moral, elle lui tend un jouet, celui sur lequel Sam lorgnait quelques heures plus tôt parce que Henry lui avait confisqué. À peine est-elle sortie de la pièce que Sam a ce geste incompréhensible, il jette le jouet au sol, se rassoit et soulève la manche de son jean. Qu'est-ce qu'il y a? Merde, il se transforme! C'est mon frère, putain! Et merde! Le silence retombe. Henry est doucettement en train de réaliser. Tout est arrivé si brutalement. Hier encore, tout allait bien. Qu'a-t-il fait? Mais qu'a-t-il fait? Joel comprend immédiatement ce qu'il risque de se passer. Il tente de prendre son arme à Henry, mais la douleur lui fait braquer le canon de son revolver sur celui sans qui rien ne serait arrivé. Il le sait. C'est la faute de personne, Henry. Tout est de ta faute! Henry! Henry, non! La suite du récit nous transporte avec tranquillité et nonchalance jusqu'en automne, dans le comté de Jackson. On ne sait pas ce qui s'est passé directement après, et les protagonistes n'en reparleront
Plus jamais. Je trouve que c'est du génie d'ailleurs. Tout cela est devenu si banal, si commun, ce qui aurait dû être pour Ellie un véritable trauma, ce qui est une scène horrible, même pour nous spectateurs, n'est qu'un événement auquel les infortunés sont quotidiennement confrontés. La mort de Sam est dramatique, d'autant que c'est un enfant, mais celle d'Henry l'est tout autant. En quelques minutes à peine, sa vie a été brisée et il n'a pu le supporter. C'est ça qui m'impressionne le plus d'ailleurs, la rapidité avec laquelle la violence et la tragédie font irruption dans leur monde. Et encore une fois, je trouve que la série s'est plutôt bien débrouillée avec son foreshadowing de la transfusion ratée. Ellie cherche à communiquer son immunité et désespère de voir qu'autour d'elle, les gens meurent à cause de son affection. Son impuissance à pouvoir les aider fait naître en elle un complexe, un syndrome du héros très avancé. C'est, on le comprend, ce qui motive sa décision à trouver les Lucioles rapidement. Bien, reprenons l'histoire de nos aventuriers au moment où nous nous sommes laissés, vous voulez ? Ils cherchent toujours Tommy et espèrent le trouver au plus vite. Je rappelle qu'à ce moment, nous sommes en automne et ils commencent à faire un poil frisquet. Alors ils ont intérêt à se manier. Tiens, d'ailleurs. En parlant de frisquet, je remets une bûche au feu, profites-en pour te resservir quelque chose à boire ou à grignoter. Alors oui, ils finissent par tomber sur un barrage et dans le même temps sur Tommy et ses petits copains. Les retrouvailles sont assez touchantes d'ailleurs, on apprend que Tommy a désormais une femme, Maria, qui dirige ce camp de survivants. Joel et Tommy rattrapent un peu le temps perdu en faisant un tour du propriétaire et regardez ce que Tonton a ramené dans ses affaires. Joel refuse après coup de la prendre pour une raison qui m'est étrangère, comme s'il refoulait un passé douloureux qu'il avait fini pour accepter, voire quand même un peu oublié. Maintenant qu'on s'est remémoré les vieux souvenirs, il est temps de jouer carte sur table. Joel raconte à son frère absolument tout. L'immunité d'Ellie, les Lucioles, et en fait c'est tout. Désormais, il veut que ce soit lui qui prenne soin d'elle, la conduise aux Lucioles. Il sait que Tommy est un idéaliste en recherche de cause, que c'est pour cette raison qu'il est parti après avoir été entraîné sur la pente descendante par son frère. Tommy n'est pas un tueur, c'est un chevalier blanc. Et oui, sauf que le chevalier blanc, aujourd'hui, il s'est trouvé une princesse, son château. Attendez, c'est peut-être un peu misogyne de le dire de cette façon. Bon alors, disons que le chevalier s'est trouvé sa chevalière. Bah non, mais du coup, merde, on comprend plus rien. On comprend plus rien au truc. Bon, C'est comme ça que tu me remercies, hein. Te remercie. Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi. Eh ben ça valait pas le coup. C'est moi ou il y a une ambiance de merde? Tommy ne risquera pas sa vie pour cette cause, aussi noble soit-elle. Ensuite, il y a une attaque de bandits, mais bon, ça on s'en fout, c'est un peu le leitmotiv des jeux post-apo, les attaques de bandits qui sortent de nulle part. D'ailleurs, c'est un truc, pardon, petite parenthèse, c'est un truc qui m'a toujours fait rire, je veux dire, le terme bandit, il a aucun sens dans un monde comme ça. C'est juste un groupe de survivants qui attaque un autre groupe de survivants. Les bandits, pour moi, c'est le Moyen-Âge, ou dans Picsou Magazine, quoi, ça existe pas, là. Je veux dire, pour eux, c'est l'autre groupe qui est des bandits. Bref, Tommy finit par changer d'avis, alors bon, ça la fout un peu mal pour sa femme qui a pas forcément envie que son mari opère de grandes randonnées dans le pire des GR du monde entier. De son côté, Joel veut maintenant en parler à Ellie, sauf que, merde, elle s'enfuit. Et ouais, elle s'est tirée. Bah oui, il faut dire que c'est logique aussi, le Joel, il l'a un peu mis sur le banc de touche cette fois-ci. Alors bon, c'est un peu le salut de l'humanité qui fout le camp, les deux frérots lui courent après. Finalement, ils finissent par la retrouver dans une vieille bicoque abandonnée, Joel lui fait la leçon comme ton daron qui te chope pour la première fois en train de rentrer beurré, mais comme Ellie c'est loin d'être une ado attardée, ça a peu de chance de fonctionner. À son tour de faire des reproches à notre barbu préféré. Entre autres, elle essaie de convaincre Joel de rester avec elle. Ils ne se débrouillent pas si mal tous les deux après tout. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, d'autant que... Je suis pas elle, tu sais. Quoi? Maria m'a dit pour Sarah. Ellie. Aïe. Honnêtement, je sais pas si je l'aurais tenté celle-là. Ellie finit par exprimer tous ses sentiments dans une scène incroyable d'émotion, sûrement l'une des plus belles du jeu. Mais comme il y a de la musique par-dessus, je peux pas vous la passer, alors... Ah ouais, je vais me faire striker. Personnes que j'ai jamais aimées sont toutes mortes ou m'ont abandonnée. Toutes sauf toi, merde. Alors me dis pas que je serai plus en sécurité avec un autre, parce que la vérité, c'est que j'aurai encore plus peur. Tu as raison. Tu n'es pas ma fille. Et je ne suis sûrement pas ton père. Là, ça fait mal. Et ça exprime tellement de choses. Ellie, du genre un peu enfermée, qui confie enfin son affection pour Joel. Ils ont traversé un pays entier ensemble, quoi de plus normal. Et Joel qui ne parvient pas à ravaler sa rage, qui ne peut se résigner à veiller sur quelqu'un qu'il doit protéger. Une fois de plus, je vous l'avais dit, la théorie de Bill a fait son cheminement dans sa tête. Finalement, il ne faut peut-être pas s'attacher à qui que ce soit. Il veut lui faire entendre qu'elle n'est pour lui qu'une marchandise, une de plus, qu'il doit trimballer. Mais est-ce bien la vérité ? Naturellement que non. Une attaque de bandits, oui bon d'accord j'ai dit bandits. Donc une attaque de bandits plus tard, Joel a changé d'avis. Il ne peut se résoudre à abandonner celle pour qui il a tant donné. Ce n'est peut-être pas sa fille, mais c'est tout ce qui lui reste de son humanité. Et il va plus jamais la lâcher.
À cheval sur Durillon, et oui c'est son prénom, quoi qu'en dise le vieux ronchon, Joël et Ellie galopent gaiement dans les quartiers de l'université, l'occasion pour Ellie de se familiariser avec une vie estudiantine, qui doit la surprendre, hein, elle pour qui les leçons rimaient plutôt avec prison. Le seul petit détail, un brin gênant, c'est que tout le monde semble avoir foutu le camp. Bah ouais, y a plus un rat, plus un radis. Les fumiers, ils ont tout pris, puis ils sont partis. Un peu comme vous quand vous activez pas la cloche en dessous du bouton abonné. Comment vous voulez savoir que je sors une nouvelle vidéo si vous l'activez pas, d'autant que bon, j'en sors une fois tous les 3 mois. Non, en plus c'est pas vrai, hein, je suis super actif. Bref, pour ce qui est des lucioles, ils sont tous rentrés chez Mémé, à Salt Lake City. Par chance, Joël, comme il a pas mal bourlingué, il connaît le bled, il sait où aller. Mais encore faut-il... Les lucioles? Baisse-toi! Échapper à ces bandits... Ah putain, mais j'ai redit bandit, bah ouais mais c'est simple aussi. Pour Joël, c'est évidemment du petit lait. Les artistes du couteau, il en a déjà buté, plein. Alors de pareil, il crève la faim, y a aucune chance qu'il l'ait. Ah sa mère, l'hypopète, je vais être censuré. Bien, Joël atterrit donc sur une vieille tige filetée toute rouillée, il est cloué sur place comme un papillon dans une vitrine. Ellie l'aide à s'en extirper, mais je sais pas si vous l'avez expérimenté, retirer le truc qui vous a planté, c'est un peu comme observer une cruche percée. Notre héros titube sur plusieurs mètres avant de s'effondrer. Une nouvelle fois, Ellie finit par le relever, le fait monter à cheval, prend soin de s'éloigner, de le sortir de ce guêpier, mais très vite, la silhouette palote de notre héros s'écrase au sol, sans un sursaut. Une saison est passée. L'hiver est arrivé et avec lui, la neige et le froid mordant ont pointé le bout de leur nez. Ellie est toujours là. Elle chasse le gibier. La jeune archère ne fait pas chou blanc et pour preuve, elle parvient à traquer un cerf qu'elle a réussi à toucher apparemment. Oui, sauf que celui-ci est réclamé par d'autres gens. Montrez-vous! Salut. On veut juste te parler. Un geste brusque et je vous en plante une entre les 2 yeux. Pareil pour votre petit copain. Ellie n'est pas bête, c'est une survivante, plus une gamine que l'on peut duper. Elle accepte de céder une partie de son butin aux 2 hommes si l'un d'eux revient avec des médicaments, des antibiotiques plus particulièrement. En attendant, elle laisse David, le chef, traîner la carcasse du cerf encore fumant à l'intérieur d'une vieille bâtisse. L'homme, David, est présenté comme un personnage charmant, sympathique. Sauf que, oui, c'est très bien tout ça, mais Ellie s'en fiche, les flagorneries ne marchent pas sur elle. Elle reste prudente, on dit le moins possible sur elle. Mais malheureusement, son mutisme ne lui sera d'aucune utilité. Quelqu'un, ici, a déjà tout deviné. Tu vois, cet hiver était particulièrement rude. Il y a quelques semaines, j'ai envoyé un groupe d'hommes chercher de la nourriture aux abords de la ville. Ils ont dit que les autres avaient été tués par un cinglé. Et figure-toi que ce cinglé était accompagné d'une petite fille. Ellie se lève, le met en joue. Avec horreur, elle comprend qui ils sont. David, loin d'être menaçant, la laisse même partir avec les médicaments. Mais ce n'est pas par bonté d'âme, cela fait partie du plan. Ellie s'en retourne alors à sa planque et accessoirement auprès de Joël. Et bon Dieu, quel soulagement! Vous savez que la première fois que je l'ai fait, j'étais intimement persuadé qu'il était cané. Pour moi, on le jouerait plus jamais. Alors là, je suis rassuré. Comme elle peut, Ellie tente de le soigner et au moins les médicaments semblent l'apaiser. Bien qu'à présent, un autre problème leur tombe dessus. Le groupe de David a suivi la piste de la fillette. Il fouille les maisons. Vite, le temps presse. Il faut prendre une décision. À défaut, Ellie prend sur elle et décide de les éloigner. Lancée au triple galop, la fillette tente de les distancer, mais les ennemis sont trop nombreux et n'hésitent pas une seconde à canarder. Autour d'elle, le monde est en ébullition. Soudain, la cavalcade s'arrête pour Durillon. Je suis sûr que certains ont miaulé, peut-être même plus qu'à la mort de Tess. Quant à Ellie, David finit par la retrouver et l'enfermer. Sans doute aurait-elle préféré ne jamais se réveiller d'ailleurs, car elle comprend très vite pourquoi la bande de David se disait affamée. Eh oui, enfin nous entrons dans le vif du sujet. Post-apo oblige, il était temps que nous parlions des cannibales. Et malheureusement pour Ellie, ce n'est pas que le nom d'une très mauvaise pizza. Ah bah tiens, en parlant de ça, voilà qui servent le repas. Tiens. Faut que tu manges. Ouais, j'avoue que moi non plus, j'y toucherai pas. En outre, on sait pas trop pourquoi, mais David est convaincu qu'Ellie est à part. Il veut absolument l'avoir auprès d'elle, sans que l'on sache juste pourquoi. Oh si, on devine maintenant pourquoi. Putain, mais quelle raclure de bidet ce mec! On a tous envie de lui coller un pain, mais Ellie est assez grande, cher client, pas besoin de la défendre. Elle pète en deux le doigt de ce salaud, mais sa tentative d'évasion foire et donc elle restera au cachot. Mais pas longtemps, je vous rassure. Entre-temps, Joël se réveille dans la maison. Il cherche Ellie, naturellement. Titubant, il se met en tête de la retrouver en sillonnant le quartier. Ouais, pas la meilleure des idées, ça. D'autant que la forme n'y est pas. Puis, encore des cannibales qui traînent dans le coin. Enfin, le réel danger, c'est Joël, ne vous y trompez pas. Grâce à la technique ancestrale de la savate dans Les Joyeuses apprise par Frank Ropers, il parvient à se défaire de ses agresseurs et les faire prisonniers. La scène qui suit est une séance de torture dans laquelle notre barbu énervé tente de tirer les aveux de la bouche des 2 bouseux. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas montrer l'entièreté de la scène. Mais je dois dire qu'elle est à la fois flippante et kiffante. Joël, le chasseur,
sœur est ressuscité, sans blague. On voit de quoi il est capable quand il est vraiment déterminé. Terrifiant, c'est l'épithète qui lui conviendrait le mieux. Et je me souviens avoir frissonné à cette réplique. Il t'a dit ce que tu voulais savoir. Je te dirai que dalle. C'est pas grave. Moi, je crois. Non, attends. Oh, tellement classe. Mais pas le temps de respirer. Ellie se fait d'Airchef embarquer, limite traînée par les cheveux par les cannibales qui ne la voient plus que comme un pot-au-feu. Mais vous inquiétez pas pour elle. Elle a de la ressource. Elle profite d'une diversion entraînée par son infection et prend rapidement la tangente. Rapidement rattrapée par David, Ellie est désormais seule. Elle doit survivre. Quant à nous, spectateurs et joueurs, nous nous retrouvons projetés dans une scène de slasher. Comme un prélude à Vendredi 13, v'là David qui rôde, machette en main, prêt à découper de la barbaque. Mais la petite taille de Ellie est un avantage, et même si elle est loin d'être un Goliath, à force de suriner David, celui-ci finit par s'écrouler. Douloureusement, Ellie rampe jusqu'à la machette, mais David est plus résistant. Il lui envoie une série de coups de pied et prend position sur elle. Il passe ses mains autour de son cou, lui susurre des atrocités, des menaces, des atrocités. Ellie tend les doigts le plus loin possible derrière elle, et... Dans cette scène, Joel arrive à la fois à temps et à la fois il arrive trop tard. Ellie ne l'entend déjà plus, tout comme elle n'entend plus cette petite voix quelque part au fond d'elle, la voix de l'enfance qui s'est arrêtée, qui s'est éteinte. L'hiver est passé, Joel et Ellie sont enfin arrivés jusqu'à Salt Lake City. Joel lui raconte de vieilles histoires, lui tient un peu le crachoir parce que Ellie est enfermée, claque murée dans ses pensées, songeuse. Elle reste un peu en retrait, pensive, déconnectée. On le remarque tout le long du niveau, et surtout à cet instant où cette sempiternelle cinématique de courte échelle se lance. Joel et le joueur, nous-mêmes, attendons Ellie. On y est habitué à ces scènes que le gameplay a maintes et maintes fois introduit, sauf que là, faut s'y reprendre à 2 fois. Ellie n'est tout simplement pas dedans. Elle est ailleurs. Ouais, mais heureusement ça va pas durer longtemps. Nouvelle tentative, cette fois-ci Ellie parvient à se hisser. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a ? Ellie a vu quelque chose. Elle lui court après. Joel est sur ses talons, mais à l'âge canonique qui est le sien, c'est à peine s'il parvient à tenir la distance avec une enfant surexcitée. Justement, c'est le mot, enfance. Cette scène, là, de la girafe, n'est pas seulement touchante. Elle ramène une nouvelle fois Ellie en enfance. Ressuscite cette partie-là qu'elle avait abandonnée. Il y a du mauvais dans ce monde, mais il y a aussi du bon, du très bon, et du beau, du très beau. Du beau et du bon. C'était ce qu'il lui manquait pour sortir de sa torpeur. Brusquement, Joel est pris d'un doute. Il propose à Ellie de faire demi-tour, d'oublier cette histoire, de retourner chez Tommy. Il a un mauvais pressentiment, ça se sent. Ellie refuse. Elle pense à Tess, Sam, tous ceux qu'elle aurait pu sauver, et tous ceux qu'elle pourra désormais sauver. Mais voilà qu'un tunnel inondé tente de mettre un coup d'arrêt à son rêve de sauvegarde de l'humanité. Joel se retrouve coincé dans un bus comme en pleine heure de pointe, sauf qu'à défaut du monde, celui-ci l'est véritablement de flotte. Des centaines et des centaines de litres qui finissent par le submerger. Ellie finit par tomber à l'eau, elle aussi, sans toutefois savoir nager. C'est Joel qui la porte jusqu'à la rive. Inconsciente, elle ne répond pas aux appels de notre héros qui, désespéré, fait tout pour la sauver. C'est alors qu'un soldat intervient et... Joel se réveille aux côtés d'une vieille connaissance, Marlène. Cette dernière est toujours en vie. Elle lui apprend que Ellie a été réanimée. Joel passe alors du chaud au froid lorsque Marlène lui annonce toutefois où elle est. S'il te plaît. Tu ne peux pas. On la prépare pour l'opération. Quoi ? Quelle opération ? Les médecins m'ont dit que le cordyceps, le parasite en elle, a apparemment muté. Quand ils l'auront enlevé, alors ils pourront développer un vaccin. Mais il pousse dans son cerveau. Il comprend, une nouvelle fois trop tard, dans quelle nasse il s'est retrouvé piégé. Il tente d'en appeler à Marlène et son humanité. Après tout, la chef des Lucioles connaît Ellie depuis sa naissance. Mais de l'humanité, Marlène en a à revendre. Et c'est pour elle qu'elle a décidé de sacrifier Ellie. Qu'importe ses propres remords, ses propres souffrances, Marlène a choisi de faire passer le monde entier avant ses intérêts personnels, avant une petite fille, avant Ellie. Ellie, dis-moi, tu te souviens de cette clé que je t'ai donnée au tout début de la vidéo ? Utilise-la. Où est la salle d'opération? J'ai pas le temps de jouer à ça. Trouvez-les!
Qu'est-ce que vous faites là? Joel arrive enfin jusqu'au bloc opératoire, après avoir exécuté le chirurgien chargé de l'opération. Il retire à Ellie tous les appareils qui lui sont collés, plantés, chevillés. Il l'extirpe de cet endroit infâme qui a voulu la prendre, la sacrifier. Il court comme un dératé, au sous-sol, en quête d'un véhicule à bidouiller. Il tombe sur Marlène qui lui agite son flingue sous le nez. Tu l'as fait sortir et après? Combien de temps avant qu'elle se fasse massacrer par les claqueurs? Si elle ne s'est pas fait violer et tuer avant. Ce n'est pas à toi d'en décider. C'est ce qu'elle voudrait. Et tu le sais. Ouais, Joel le sait. C'est ce que Ellie souhaiterait, sauver l'humanité. La sauver et se sacrifier. Mais lui, non. Ce n'est pas ce qu'il veut. Pas cette fois. Ne me dis pas. Pitié. Tu chercherais à la retrouver. Ellie se réveille paisiblement de son anesthésie généralisée. Joel est déjà sur le chemin du retour. Aux questions d'Ellie, ses interrogations, il répond qu'elle n'est pas la seule immunisée, que beaucoup d'autres le sont, comme elle, et surtout qu'un vaccin n'existe pas, ne pourra jamais être fabriqué. Ellie, affligée de n'être finalement pas le salut de l'humanité, tourne le dos à Joel et symboliquement aussi à ses chimères passées. La toute dernière scène du jeu est un passage de flambeau. On incarne Ellie, aux côtés de Joel. Le duo inséparable est retourné au barrage, auprès de Tommy. Une nouvelle vie va pouvoir commencer. L'épilogue se conclut par Ellie qui demande à Joel s'il lui a dit la vérité, à propos des lucioles, du remède, de son immunité. Et sans qu'elle le sache, celui qu'elle aime désormais comme un père lui ment dans les yeux, pour la toute première fois. Je me souviens avoir fait équipe avec Tess, une contrebandière d'une robustesse qui ferait rougir n'importe quelle diablesse. Nous voilà, à présent, sans Tess, avec tristesse. Et je me souviens d'un homme non moins habile, un marginal radical, très peu volubile. Oui, d'aucuns le connaissent sous le nom de Bill. Mais personne, pourquoi il est aussi hostile. Je me souviens d'un monstre charmant, bien qu'avide. Perfide était son cœur, aussi exsangue et vide que ses victimes. Et soudain, ce grand David trouva en Ellie son Goliath impavide. Je me souviens de lui, Joel, perdant les vestiges de sa fille modèle, à la suite d'un drame personnel. Joel se perdit dans un monde intemporel, jusqu'à ce que le destin le mêle à Ellie, trésor d'innocence, un petit peu de délit. Elle l'empêcha de sombrer dans la folie, en étant simplement elle, une petite fille, la sienne, et qu'il devait protéger, à tout prix. Alors, la vidéo est terminée, mais comme d'habitude, on va prendre un petit moment pour se parler, et puis si t'as quand même envie de t'en aller, la chope que tu tiens dans la main, faudra aller la reposer. Et à ce moment-là, je te souhaiterais la bonne soirée, et merci d'être passé. Bien, pour les aventuriers qui sont restés, ça me ferait super plaisir que vous me disiez un peu ce que vous en avez pensé. The Last of Us, c'est clairement l'un des jeux de mon adolescence. J'étais au collège quand il est sorti, je l'ai poncé comme jamais. Je me souviens même avoir révisé mon brevet et mon bac en mêlant l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que, gros psychopathe que je suis, j'avais mis le jeu en anglais et en allemand. Et vous savez quoi ? Je suis pas allé jusqu'au bout. Ouais, trop bizarre d'entendre Joel parler la langue de Goethe. Et comme je jouais chez mes grands-parents, ça leur filait des post-traumas, alors j'ai arrêté quoi. C'est vraiment un jeu que j'ai surkiffé. Comme je le disais, on était dans un monde où le jeu vidéo faisait la part belle à l'open world. Et ce Last of Us est arrivé avec un vent de fraîcheur. Un jeu narratif que certains, un peu pédants, ont baptisé jeu couloir. Et très sincèrement, je veux bien en bouffer du jeu couloir si c'est pour avoir le même plat de résistance à chaque fois. Gardez-les vos open world rincés avec des points d'intérêt clones et des maps vides. Moi je prends 10 cc d'adrénaline et d'émotion que je joue avec Joel et Ellie. Sinon, pour changer de sujet, j'ai une petite réclamation. Si vous en avez envie, je trouverais ça fun que vous abonniez à ma page Insta, parce que on est 600, et c'est quand même un peu dommage, parce que dessus, je me suis mis à poster des petites vidéos, des quêtes secondaires sur des jeux vidéo qui m'ont touché, il y a de l'actu gaming, des sondages, je vous pose des questions, enfin voilà quoi, c'est vraiment le meilleur moyen de se tenir informé. Alors foncez, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. La dernière fois, je vous avais présenté un petit jeu pas piqué des hannetons, le fameux Forgotten City, et je suis heureux que vous soyez quelques 20 000 à l'avoir visionné, parce que, étant donné que c'est un jeu niche, je pensais que j'allais me foirer complet. Or, même si elle a pas
rencontré le succès de Skyrim, ça reste très honorable, et je vous en remercie. En plus de ça, justement, depuis la dernière fois, le serveur Discord de la communauté... Ah putain, mais j'aime pas ce nom, j'aime pas ce terme. Le Discord de la taverne, donc, c'est pas mal agrandi. Je suis pas tout seul, j'ai quelques modérateurs qui s'occupent de faire vivre le serveur et d'organiser des petits événements vraiment sympas. Alors si vous en avez l'occasion, allez-y, boire un coup à ma santé et saluer les autres aventuriers. Vous verrez que certains ont des rôles un peu spéciaux, c'est en rapport avec le Patreon, la plateforme de dons. Autrement dit, ces clients-là soutiennent la chaîne et en contrepartie, je leur assure un visionnage des nouvelles vidéos quelques 24 heures avant tout le monde. Je leur dois bien ça, hein, après tout. Voilà, donc si jamais vous voulez me filer un petit coup de pouce, le lien est dans la description. Je vais le laisser au montage, ça. La vidéo sur Black Flag arrivera courant juin, j'espère le plus vite possible, parce que je suis chaud bouillant, alors ça sera naturellement, comme d'habitude, du grand art. Le verbe y sera manié comme le coutelas et le mousquet, les vannes seront tirées par douzaines comme au canon, et elles feront mouche comme... comme Mouche, là, le gars dans Peter Pan. Ouais, je sais, il faut que je retravaille certains trucs. En attendant, chères aventurières, chers aventuriers, passez une belle soirée, reprenez votre manteau à l'entrée. J'espère vous voir revenir à la prochaine fois pour écouter ma voix. La prochaine fois, vous voir revenir chez moi.